Quand j'étais entre les mains de l'État islamique, j'aurais voulu être un homme et pouvoir me défendre comme un homme. Je voulais me couper les cheveux. Je me demandais pourquoi je suis une fille, pourquoi je suis punie, pourquoi moi, comment est-ce que je pourrais encore être une femme après avoir été vendue. J'aurais préféré mourir comme mes frères. Je suis une des milliers de femmes qui ont été capturées ou tuées, qui ont enduré les pires choses. Le monde entier doit savoir qui sont les Yézidis et ce que l'État islamique leur a fait subir. C'est pour cette raison que j'ai voulu témoigner dans ce film. Lorsque l'État islamique a envahi le nord de l'Irak, le sort des Yézidis s'est retrouvé au centre de l'attention internationale. Daesh a violé les droits de cette petite minorité et commis des crimes d'une ampleur épouvantable. Je m'appelle Philippe Sands, je suis écrivain et juriste. Depuis 25 ans, je travaille sur les génocides et les crimes contre l'humanité. Les principes juridiques en vigueur aujourd'hui ont été établis dans cette même pièce. In the Palace of Justice in Nuremberg, the people of the world came together. For there sat the International Military Tribunal to judge the chief Nazi war criminal. Le procès de Nuremberg a permis de réaffirmer nos valeurs. Chaque individu dispose de certains droits. Et si ces droits sont violés, un système juridique international doit s'assurer que les coupables rendent compte de leurs actes. Qu'est-ce que la communauté internationale doit faire quand elle est appelée à protéger des personnes en danger? Si le droit international s'en tient vraiment à ces principes universels, les Yézidis peuvent prétendre à la meilleure protection qui soit. L'Alech est le lieu saint des Yézidis. C'est là que nous allons en pèlerinage pour prier à la fontaine blanche et nous laver de nos péchés. C'est à l'Alech que vit Baba Sheikh, notre chef spirituel. Cet endroit fait partie de nos croyances. Chez les Yézidis, on ne se marie pas avec quelqu'un d'une autre religion. Épouser une fille n'est pas une mince affaire. Cela engage l'honneur de toute la famille. Avant Daesh, nous avions une vie paisible. Nous n'avions jamais fait de mal à personne. Et on ne pensait pas qu'un jour, on nous ferait du mal. Je pensais qu'une belle vie m'attendait, que j'allais grandir, me marier et avoir des enfants. Nous avons vu l'arrivée des soldats de l'État islamique à la télé. Nous avions peur. Ils étaient effrayants. Nous n'avions jamais vu de gens comme eux. Nous avions entendu des tirs avant qu'ils viennent nous chercher. Nous savions qu'ils allaient nous faire du mal, qu'ils tuaient des gens. On se disait que rien ne pourrait arrêter Daesh, mais que s'il ne nous touchait pas, on ne partirait pas. Pourtant, nous avons dû quitter notre village. Nous sommes d'abord allés à Shengal, où nous avons passé une nuit. Nous connaissions des gens là-bas.
Lorsque mon frère est arrivé à la maison et nous a dit qu'il y avait des combats dans les villages voisins, ma mère n'a pas voulu le croire. Nous, on se réconfortait en se disant que les combattants kurdes étaient là. Ma mère était mal, elle était souffrante. Elle m'a demandé de préparer le repas. J'ai fait à manger, on a déjeuné, et en mangeant, je me suis dit que bientôt je prendrais mes repas en captivité. J'avais ce pressentiment. Les soldats de Daesh étaient partout. On ne sortait même pas dans le jardin. Les gens ne voulaient plus nous aider. Ils avaient peur des représailles. Ils sont venus nous dire de quitter le village avant d'être embarqués. Le lendemain matin, nous sommes partis, mais les gens de l'État islamique nous ont arrêtés. À 3 heures de l'après-midi, les terroristes de l'État islamique sont entrés à Hardan, notre village. Personne n'a osé dire quoi que ce soit. Je suis sortie et j'ai entendu leur musique. Ils avaient mis les haut-parleurs à fond. Ma mère m'a fait rentrer immédiatement. Elle m'a dit « On ne sait pas ce qu'ils pourraient te faire ». Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. 95% des hommes du village de Hardan ont été tués, dont 6 de ma famille. Nous savions qu'ils égorgeaient des hommes, mais pas qu'ils capturaient les femmes et les salissaient. Je suis l'une de ces milliers de femmes qui ont été capturées ou vendues et qui ont subi les pires choses. Ils s'envoyaient des photos de nous avec leur portable et se disaient « Si tu en veux une, tu peux la prendre ». Yazidi women, men, and children from the area of Sinjar have fled for their lives. And thousands, perhaps tens of thousands, are now hiding high up on the mountain with little but the clothes on their backs. People are starving, and children are dying of thirst. Meanwhile, ISIL forces below have called for the systematic destruction of the entire Yazidi people, which would constitute genocide. We must act and act now. Already, American aircraft have begun conducting humanitarian airdrops of food and water to help these desperate men, women, and children survive. Yazidis have taken to the streets of Bielefeld in northwest Germany to highlight the plight of their community in Iraq and thank the US for its help. En 2014, la majorité des gens n'avaient jamais entendu parler de la communauté yézidi, moi y compris. Mais tout a changé durant l'été de cette année-là. Un psychologue germano-kurdo-yézidi a révélé à l'opinion publique allemande les horreurs qui étaient commises en Irak.
La première fois que j'ai entendu parler des assassinats et des exécutions de masse, ça a été un choc. Je suis yézidi, ma famille vient d'Irak, et j'ai beaucoup d'amis et de connaissances là-bas. Les gens m'ont appelé complètement désemparé et horrifié pour me dire « Parle aux responsables politiques, au gouvernement allemand. Un véritable génocide a lieu ici, et nous sommes sans défense. » L'impuissance est le pire sentiment qu'un homme puisse éprouver. On sait qu'il décapite des gens, qu'il tue, qu'il viole et enlève des femmes, et on reste là, sans les aider. Tens of thousands from Iraq's Yazidi minority are homeless after fighters forced them off their land last month. But the worst fate was for those who fell into IS hands. Very few managed to escape. Les femmes yézidis qui ont échappé à l'État islamique sont allées dans des camps de réfugiés. Vous pouvez imaginer dans quelle situation précaire elles se trouvaient. La ville principale, Sinjar, était détruite à 90%. Il était impossible d'y retourner. Nous avons parlé à des responsables politiques du Bade-Württemberg. Et c'est le ministre-président Winfried Kretschmann qui a décidé d'accueillir en Allemagne ces femmes traumatisées, victimes de l'État islamique, pour les faire soigner. Zudem wird Baden-Württemberg die Zustimmung des Bundesinnenministeriums vorausgesetzt, ein Sonderkontingent für Mädchen und Frauen schaffen, die im Nordirak oder in Syrien Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Un journaliste a demandé combien de personnes nous allions accueillir. Je pensais qu'elles devaient être 20, 100 au maximum. Le ministre-président a regardé à gauche et à droite, puis il a dit 1000. Nous étions donc chargés de faire venir 1000 femmes et jeunes filles en Allemagne pour leur dispenser des soins. La question était de savoir combien coûteraient les examens médicaux et l'hébergement de ces femmes. Nous avons fait le calcul et nous sommes arrivés à un total de 95 millions d'euros. Le gouvernement du Land a donné son accord et nous avons pu nous mettre au travail. J'ai été enlevée par Daesh le 3 août et je suis restée entre leurs mains jusqu'au 5 avril 2015. J'ai passé 9 mois en captivité. Après ma fuite de l'État islamique, je suis restée 4 ou 5 mois en Irak. J'ai entendu parler du docteur Kizilhan qui venait d'Allemagne. Pour moi, il était clair qu'on ne pouvait pas rester en Irak sans nos parents. Nous n'avions plus personne. Alors pourquoi pas aller en Allemagne ? Franchement, c'était facile de dire qu'elle pouvait venir. La difficulté était plutôt de dire non. Nous savions que beaucoup de jeunes filles qui avaient été violées par des membres de Daesh avaient ensuite été rejetées par leur famille, sous prétexte qu'elles avaient été déshonorées. Nous savions aussi qu'une vingtaine de jeunes femmes s'étaient suicidées, justement parce qu'elles avaient le sentiment d'avoir perdu leur honneur. J'avais parfois l'impression de décider de la vie ou de la mort de ces personnes. Heidenau gestern Abend. Den zweiten Tag in Folge eskaliert die Gewalt vor der provisorischen Flüchtlingsunterkunft. Die Demonstranten, die sich für das Flüchtlingsheim stark gemacht hatten, können erst nach Mitternacht unter Polizeischutz abreisen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, auch angesichts dessen, was wir hier leider gemeinsam alle erleben mussten, dass die menschliche Behandlung und würdige Behandlung jedes Einzelnen, der zu uns kommt, Teil unseres Selbstverständnisses ist, was Deutschland ausmacht.
Quand nous sommes arrivés en Allemagne, en descendant de l'avion, nous avions très peur. On nous a emmenés. C'était comme quand les combattants de Daesh venaient nous chercher la nuit et nous enfermaient chacune dans une pièce. On s'est demandé si ça allait recommencer. Beaucoup de ces jeunes femmes étaient dans un état de grand stress. Elles avaient peur, elles ne connaissaient pas l'Allemagne. Bon nombre d'entre elles venaient d'un milieu rural modeste. Elles ne savaient pas comment aller à la police, ni faire leurs courses. Nous avons dû tout leur apprendre. Il a d'abord fallu sensibiliser les médecins, les assistantes sociales et les psychologues allemands à la culture de ces jeunes filles, pour qu'ils puissent leur venir en aide. Il m'a fallu 2 ou 3 jours pour comprendre qu'on ne nous voulait pas de mal, que c'était pour notre bien. Lors de mes entretiens avec ces femmes, je m'attendais à ce qu'elles aient bien plus de haine envers leurs bourreaux, mais elles voulaient avant tout que justice soit faite. Je me suis intéressé à cette affaire après avoir entendu parler d'un psychologue qui avait fait venir 1000 femmes yézidis dans sa clinique de Königsfeld, dans le sud de l'Allemagne. Pour Jan Kizilhan, il était absolument essentiel de rendre justice aux jeunes filles durant leur processus de guérison. Le plus important aux yeux des Yézidis n'est pas ce qu'on leur a fait subir. Pour moi, il s'agit clairement d'une question d'identité. Le monde entier n'a entendu parler d'eux qu'après l'attaque de l'État islamique en 2014. Je vois là une chance, entre guillemets, pour que la communauté internationale reconnaisse enfin l'existence d'un groupe qui s'appelle les Yézidis et qui a le droit d'être accepté en son sein. J'étais séduit par ce qu'il disait, parce que c'était très exigeant. Ce n'était pas juste un psychologue qui faisait son travail. Il s'ouvrait à d'autres disciplines et y avait recours pour aider ses patients. C'est comme cela que nous avons été amenés à nous rencontrer. Je voulais lui poser des questions, éclaircir certains points de détail, un peu comme le ferait un procureur pour préparer son réquisitoire. Quelques mois plus tard, Jan m'a dit que 2 de ses patientes étaient prêtes à parler devant une caméra. Et il m'a présenté Shirin, puis Louisa. Est-ce qu'elle peut me donner son nom et son âge ? Je m'appelle Shirin. C'est un nom d'emprunt. Je ne peux pas dire mon vrai nom. J'ai 20 ans. Le 3 août, les hommes de Daesh ont rassemblé toutes les femmes et les filles. Ils nous ont séparés des hommes et nous ont emmenés dans une école. Ces combattants venaient de partout, de Turquie, d'Égypte. L'un d'eux venait même d'Allemagne. Je l'avais déjà vu à Hardan. J'ai été battue sauvagement par un homme et je me suis évanouie. Quand j'ai repris connaissance, j'ai su que j'avais été violée parce que je saignais. J'avais très mal. Rien n'est plus impressionnant que quelqu'un qui est en face de vous et vous raconte son histoire. Quand on fait ça depuis 25-30 ans comme moi, on devient plus attentif aux détails et ça aide à comprendre ce qui s'est passé. Son témoignage avait une autre dimension que tout ce que j'avais entendu jusque-là. Après, il m'a vendu à un homme qui s'appelait Abu Mustafa. Ils ont emmené 2 autres filles de Shengal. Je suis restée avec elles. Mais Abu Mustafa venait tout le temps chez moi.
Abou Mustapha m'a ensuite vendue. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas eu mes règles et j'avais de fortes douleurs. Et puis je mangeais beaucoup. J'ai compris que j'étais enceinte d'Abou Mustapha. J'ai d'abord pris tous les comprimés que j'ai pu trouver, mais je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Je suis allée dans une maison en construction et j'ai soulevé une pierre lourde, mais ça n'a servi à rien. J'ai pris 2 pierres lourdes, mais ça n'a pas marché. Alors j'en ai pris 3 et j'ai eu des douleurs terribles au ventre et au dos. Je suis rentrée et je me suis couchée. Et là, c'est parti. Où Shirin trouve-t-elle la force de raconter son histoire? Je ne sais pas. Le soir, quand je ferme les yeux, je me souviens de plein de choses. Je me dis, pourquoi tu n'es pas morte? Pourquoi tu ne t'es pas donné la mort? Comment tu peux vivre comme ça? Je suis persuadée qu'un jour, tout ce que nous avons subi sera considéré comme un génocide. Mais quelles en seront les conséquences? À La Haye, ils seront jugés. Et s'ils sont coupables, ils seront condamnés. Mais il n'y a pas de peine de mort à La Haye. Si les 5 hommes qui ont commis ces atrocités se trouvaient devant toi, tu les tuerais ou tu les poursuivrais en justice? Je veux qu'ils aillent en prison, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Je pourrais aussi demander leur mort, parce qu'ils ont tué nos hommes. Mais je laisse ça à l'appréciation des juges. Donc, tu voudrais un procès? Oui. Mais un procès serait éprouvant pour toi. Tu devrais témoigner. C'est pas un problème. Elle veut raconter son histoire. Tu serais prête à le faire en public? Oui. Pourquoi? Mon père ne sait pas ce qui m'est arrivé. Je lui raconterai le moment venu. Parfois je pense qu'il sait, mais il ne dit rien. Certaines personnes disent que je ne devrais pas lui en parler. Tu n'as pas à avoir honte. Quelqu'un nous a dit qu'un certain Philippe voulait nous parler. Il est venu me voir. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Il m'a dit, je vais les traduire devant un tribunal, on va les punir. Je ne l'ai pas cru. J'étais en colère. J'ai dit, non, personne ne peut rien faire. Comment vas-tu? Bien, merci. Ils m'ont conduite dans une maison où il y avait beaucoup de femmes yézidis. Ils nous ont pris nos téléphones portables et tout ce que nous avions avec nous. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient toutes nous marier. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux de tout l'entretien. Et elle n'a pas parlé du viol. Elle s'est exprimée par euphémisme. Un homme m'a dit « Je te prends pour moi, pour me marier avec toi ». J'ai pleuré. J'ai pensé que je n'avais pas mérité ça, que je n'avais rien fait. J'ai dit « Je ferai tout ce que vous voudrez, mais pas le mariage. Vous êtes musulmans et nous sommes yézidis. Nous ne pouvons pas nous marier. » Il a mis son genou sur ma poitrine et m'a repoussé en arrière. J'ai dit non. Il a continué et m'a frappé jusqu'à ce que mon épaule soit en sang.
Ce qui était bouleversant, c'est qu'elles étaient prêtes à parler des détails les plus horribles. Elles se souvenaient parfaitement des lieux, des gens et des dates. Tous ces éléments sont très utiles au procureur. Ils l'aident à déterminer s'il doit saisir la justice ou pas. Quelle peine faut-il, selon elle, infliger à ceux qui l'ont traité ainsi? Il faut les tuer, parce qu'ils nous ont tués. Je les ai vus égorger des enfants et obliger leur mère à manger la chair de leurs enfants morts. Ils doivent être tués de la même façon. Moi, je ne veux tuer personne. Ça me fait mal de demander la mort. Mais ils nous ont traités de façon inhumaine. Personne n'a subi ce qu'ils nous ont fait. C'est pire que tout. Nous voulons la justice. Ils ont arraché des nourrissons à leur mère. Ils ont tué des gens devant nos yeux. Ils méritent la mort. J'ai grandi dans un monde qui croit passionnément au bien fondé d'un procès international. Nous estimons que cela fait partie de notre civilisation et que cela réduit le risque qu'un crime ne se reproduise. Mais en écoutant Louisa, je commençais à en douter. En repartant, j'étais convaincu que ce qui était arrivé remplissait tous les critères d'un génocide. Bien sûr, je voulais aussi aider ces jeunes filles. Et si je pouvais le faire par le biais du droit, je le ferais, même s'il fallait prouver qu'un génocide avait eu lieu. J'ai raconté tout cela à Philippe et à Kizilhan, comment j'ai été enlevée et tout ce que j'ai dû subir. C'est mon droit de raconter. J'ai été violée. Mon père ne mérite pas cela, ma mère non plus. J'avais des frères et sœurs, mais j'ai perdu presque toute ma famille. Je n'ai plus honte de parler. C'est un devoir. Mon père n'a pas la force de traîner Daesh en justice. Mais moi, je dois le faire. Et j'ai compris que Philippe, lui, peut y arriver. Pour porter une affaire devant un tribunal, il faut plus que des témoignages. Je savais que la Commission internationale pour la justice et la responsabilité, la CIDJA, rassemblait des preuves sur les crimes commis en Irak et en Syrie. L'adresse du siège de la CIDJA est tenue secrète, parce que les personnes qui recueillent des preuves courent de grands risques. En tant qu'êtres humains, nous sommes touchés par les histoires des victimes. La plupart d'entre nous sommes ainsi faits que nous éprouvons de la compassion pour la douleur, la souffrance qu'elles ressentent et l'épreuve qu'elles ont traversée. Mais au tribunal, tout cela ne nous mène pas bien loin. D'où l'importance de ce que nous appelons les preuves de lien. Nous devons établir les liens entre le niveau le plus haut, le cercle autour du coupable, le niveau intermédiaire et le niveau le plus bas, c'est-à-dire le coupable direct, qui a peut-être tué ou violé quelqu'un. Sans cela, nous en sommes réduits à poursuivre uniquement les auteurs directs des crimes. Nous ne cherchons pas à faciliter les poursuites contre les seconds couteaux, aussi monstrueux que leur comportement ait pu être. La mission du droit pénal international est de demander des comptes aux hauts responsables, et si possible même aux plus hauts d'entre eux. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte topographique avec au centre les monts Sinjar. Cette route va de la Syrie à Mossoul. Et ici, on a tracé les axes de progression des forces de l'État islamique. L'objectif était cette route qui permettait de ravitailler Mossoul. L'État islamique a lancé une attaque sur 3 fronts, 2 à partir du sud et un 3e à partir du nord, de la Syrie.
Ici, il commence à rassembler les yézidis. Absolument. Et il sépare les hommes des femmes. C'est le même schéma dans tous les villages occupés. Tout à fait. Ça nous montre qu'ils n'ont pas pris ce territoire en se demandant après coup ce qu'ils allaient faire des yézidis. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Vous voulez jeter un œil sur l'autre carte? Bien sûr. Ici, on a indiqué... Qu'est-ce que c'est? Ce sont les charniers. Chaque petit point rouge est un charnier. Que sait-on aujourd'hui sur ces charniers? Les troupes kurdes ont pris ce territoire. Les corps n'ont pas encore été exhumés. Autrement dit, dès que ce ne sera plus une zone de combat active, vous chercherez à savoir ce qui s'est passé avec ces charniers. Et au cours de l'année, nous allons découvrir des histoires épouvantables sur un groupe important de civils, jeunes et vieux, qui n'étaient impliqués dans aucun conflit armé et qui ont été tués de manière illégale. Il s'agit donc d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, voire d'un génocide. Oui, absolument. Le plus bouleversant était de savoir que des membres de la famille de Shirin et de Louisa étaient portés disparus et se trouvaient peut-être dans un de ces charniers. L'essentiel est d'expliquer aux femmes yézidis comment elles peuvent s'intégrer. Nous tenions donc à les héberger en petits groupes dans différentes villes du sud de l'Allemagne, pour qu'elles soient au plus vite au contact de la société allemande, qu'elles apprennent mieux la langue et s'intègrent plus facilement. Depuis une semaine, je m'occupe des enfants au centre de réfugiés. Ça me plaît. Je travaille 6 heures par jour. Je me sens ici comme à la maison. Autrefois, je jouais toujours avec les petits. Et ils aimaient bien ça. Je veux m'amuser avec eux et construire des cabanes. Même si mes parents réapparaissaient, je ne pourrais jamais oublier mes amis, mes proches qui sont toujours là-bas. Tant de yézidis vivent encore sous le joug de l'État islamique. Nous ne savons pas ce qui leur est arrivé, s'ils sont morts ou s'ils sont en captivité. Le procès ne ressuscitera pas les morts. Les pertes que les gens ont subies, leurs douleurs et leur tristesse, on ne pourra pas les effacer. Mais sur un plan psychologique, il serait utile, je crois, que les jeunes générations en particulier comprennent ce qui est arrivé à leurs ancêtres. Connaître leur histoire les aidera à se construire un avenir meilleur. Je savais que la Cour pénale internationale, la CPI, n'avait pas encore procédé à une enquête préliminaire. Mais je sentais que ça allait se faire. Le viol systématique est reconnu depuis longtemps comme un acte génocidaire. Il est donc possible qu'une enquête soit ouverte. Je voulais m'assurer que la bonne personne ait connaissance des preuves que j'avais vues. Cette nuit-là, il est venu me voir 4 fois. Il me menaçait et me violait en disant « Shirin ne veut pas de moi, je vais la vendre. » Et aussi « Elle n'est pas venue chez moi une seule fois, je vais la vendre. » Un jour, il n'était plus là. Alors j'ai su qu'il m'avait vendue. Il était dehors avec le docteur Abu Hissam. Ils m'ont emmené hors de la ville. Il y avait des maisons abandonnées par les chiites. Le docteur m'a emmené dans une de ces maisons.
Il m'a déshabillée en me déchirant mes vêtements. Il m'a dit, si tu acceptes, je ne te ferai pas de mal. Il m'a violée et m'a dit, je te prends. J'avais très peur de lui. Je le revois encore, il était grand, fort, énorme. J'étais complètement terrorisée. Humainement, bien sûr, c'est un témoignage très émouvant et très douloureux. Les actes qui ont été commis ici pourraient tout à fait constituer des délits, selon nos statuts. Je pense évidemment au viol, mais aussi à l'esclavage sexuel, aux grossesses forcées et à toute une série d'autres choses. L'esclavage sexuel entre dans votre domaine de compétence. Absolument. C'est un crime contre l'humanité. Elle se souvient des lieux, des noms et des nationalités. Elle se souvient très bien des faits. Elle est à même de raconter son histoire de manière claire et structurée. Ses souvenirs sont très précis. Elle se rappelle les noms, les nationalités et les lieux. Il s'agit d'informations factuelles qui sont d'une importance capitale dans toute enquête. Les déclarations de Shirin ont eu visiblement un impact très fort sur Emmerich, qui est analyste principal à la Cour pénale internationale de La Haye. À la fin, il ne s'est pas contenté de dire « bien, merci, au revoir ». Il a déclaré « Ce témoignage me pousse encore plus à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ouvrir une enquête sur cette affaire ». Je quitte La Haye avec un certain optimisme et la ferme conviction que tôt ou tard, ici, un procès sera ouvert pour crimes contre l'humanité, voire pour génocide concernant les Yézidis. Fallujah, finally cleared of Islamic State militants, and the general commanding the operation has declared the battle over. وتطارد الدواعش في كل مكان، لا مكان للدواعش في العراق، وسنطاردهم في كل مكان، وإن شاء الله كما وعدنا برفع العلم في الفلوجة عاليا، إن شاء الله سنرفع بالموصل قريبا بهمة الأبطال وبسواعدهم اللي حققوا هذا النصر. أنا أدعو العراقيين للاحتفال بمثل هذا اليوم. Mein Mann Gregor pendelt. Was ist pendelt? Er fährt jeden Morgen zur Arbeit. Und hier auch noch mal so ein Wort. Pünktlich. 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 Ja. Das ist auch wieder Ü. Ja, ich kann das sagen, aber ich kann nicht das sagen. Bei früh kommt noch ein hinten dran. Früh. Früh. Richtig. Früh. Ja, das klingt schon besser. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und lernen Sie was. Oh, übernächste Woche. Ja, ist gut. Okay. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Quand je colorais mes cheveux, c'était toujours ma mère qui m'achetait la teinture. Mais elle n'aimait pas trop ça, alors je le faisais rarement. Elle disait que j'étais trop jeune et que ça n'allait pas avec la couleur de mes yeux. Je faisais ce qu'on me disait. Ce sont des photos de proches qui ont réussi à ne pas être emmenés en captivité. Des photos de portable. C'est tout ce qu'il me reste. Ma petite sœur avait 6 ans quand nous avons été enlevés. Elle s'appelait Alisaya. Quand j'ai pu me libérer de la tyrannie de l'État islamique, elle était avec ma mère. Mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est ma sœur aînée.
Elle était mariée et avait un petit garçon. Elle est toujours entre les mains de Daesh. Si je savais où les trouver, elle et ma mère... Je les rachèterais à l'État islamique. Pourquoi n'arrête-t-on pas Daesh? Pourquoi ne sont-ils pas traduits en justice? Pourquoi ne sont-ils pas en prison? C'est pour moi une grande tristesse de voir qu'il ne s'est encore rien passé à la Cour pénale internationale. La communauté internationale a dépensé d'énormes sommes d'argent dans des opérations militaires. Le coût d'une enquête judiciaire, d'une procédure pénale, est minime en comparaison. Alors on peut vraiment se demander pourquoi il n'y a pas de volonté politique de saisir la justice. J'ai l'impression qu'il est plus simple pour la coalition internationale de les tuer. Wie war die ganze letzte Woche gewesen? War gut, aber diese Woche ist besser. Ist besser. Ja. Au début, je voyais le docteur Müller toutes les semaines, puis tous les 15 jours, et maintenant, une fois par mois. Il a enregistré tout ce qui se passait dans ma tête. Je pleurais à chaque séance. Eine deutsche Frau, jede Woche sie kommt bei mir, weil ich lernen muss. Je suis contente de ma vie en Allemagne. On trouve facilement des médecins. Il y a des psychologues qui m'aident. Je vais même à l'école. En Allemagne, elle a appris à se faire respecter en tant que femme. Elle a également pris conscience qu'elle n'avait à avoir honte de rien, et elle s'assume. Ça s'explique entre autres par sa personnalité et sa force de caractère. Et puis elle a appris à parler de son traumatisme. Louisa est un cas totalement différent. Elle ne s'est ouverte que lorsqu'elle a su que sa famille avait été libérée du joug de l'État islamique. Alors seulement, elle a commencé à penser à son avenir. Sa famille vit dans des conditions très précaires dans un camp de réfugiés du nord de l'Irak. Mais ils sont en vie. Quand j'ai entendu que ma mère était en sécurité, je n'arrivais pas à y croire. Je pensais que je ne les reverrais jamais. Que ma mère est réapparue a tout changé dans ma vie. J'ai recommencé à y croire. Cette jeune fille qui avait peur de tout, nous l'avons vue s'épanouir. Elle rit de nouveau, elle a des amis, des projets. Elle est pleine d'espoir. Si mes proches retournaient en Irak, j'y retournerais moi aussi. Nous avons subi des choses très dures là-bas. Mais l'Irak est notre pays. C'est là que nous sommes nés. Je voudrais retourner vivre auprès de mon peuple, mais ce n'est pas encore possible. Pour nous, les Yézidis, il y a toujours le risque d'être massacrés par les musulmans. Alors je préfère rester en Allemagne. Nous allons vivre ici, si l'Allemagne veut bien de nous. Les gens sont accueillants et nous sommes bien traités. Quel pays a accueilli les réfugiés yézidis comme Shirin et Louisa? L'Allemagne. Du fait de leur histoire, les Allemands sont aujourd'hui très engagés dans le combat pour la justice internationale. Ils poursuivent devant les tribunaux les auteurs de crimes internationaux commis dans le nord de l'Irak, y compris contre la communauté yézidi.
Pour nous aussi, c'est très important. Nous avons déjà remporté une victoire. La Cour fédérale allemande a établi par un arrêt que ce qui était arrivé aux Yézidis constituait un génocide. Cette décision permet de penser que les tribunaux nationaux et peut-être aussi la Cour pénale internationale considéreront cette affaire comme une grave infraction pénale. Ça leur donne de l'espoir, je pense. Vous êtes procureur général, mais aussi allemand. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de saisir aujourd'hui la justice pour crimes contre l'humanité et génocide, soit les mêmes chefs d'accusation qu'au procès de Nuremberg? Les nazis ont commis les pires des crimes. Et aujourd'hui, nous avons recours au droit pour traiter ce genre d'affaires. Le droit ne peut s'imposer en tout lieu et à tout moment que si les gens reconnaissent pleinement son importance. Je pense que c'est un legs qui nous vient des procès de Nuremberg et que nous devons porter non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Nicht nur in Europa, sondern auch weltweit vorantragen müssen. En Allemagne, on voit se profiler les premiers procès contre l'État islamique pour génocide et autres crimes internationaux. Donc, les choses commencent à bouger. Ensuite, au niveau international, des enquêtes sont ouvertes contre Daesh, en Irak notamment. Enfin, à la Cour pénale internationale, on débat de ces questions, même si ça ne va pas encore très loin. Bref, ce n'est pas juste de dire qu'il ne se passe rien. Je veux la justice pour moi, pour toutes les femmes yézidis et leurs enfants. Puisque mes raisons sont légitimes, pourquoi devrais-je vivre avec un nom d'emprunt? Je m'appelle Dalal. C'est le nom que m'a donné ma mère. Et c'est celle que je suis. Nous venons de décoller. Je suis nerveuse. Je ne sais pas quoi dire. Je suis allée en Irak. Ma famille, mes parents me manquaient beaucoup. Et puis je voulais revoir mon village. Dalal doit-elle retourner en Allemagne ou rester ici? C'est sa vie, elle fera ce qu'elle souhaite. Je ne lui imposerai pas mon choix, partir ou rester, c'est à elle de décider. De toute façon, elle sera toujours ma fille. Est-ce que les femmes qui ont été enlevées par l'État islamique ont été exclues? Non, pas du tout, au contraire. Toutes celles qui ont réussi à s'échapper ont une place encore plus grande dans nos cœurs. Elles sont notre plus précieux trésor. Mon père ne sait pas que j'ai été violée.
Je veux qu'il garde la tête haute, qu'il reste fier de moi. Je voudrais qu'il m'accepte comme je suis parce que je l'aime énormément. Je ne lui ai rien dit. Ses blessures sont déjà suffisamment profondes. Par ces temps très sombres, je continue à avoir de l'espoir. Peut-être que ma mère reviendra un jour. Mais il est aussi possible qu'elle se soit suicidée quand elle a vu ce qui est arrivé à ses enfants. 3 ans ont passé. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Après avoir retrouvé ma famille, je suis allée voir des charniers. Et puis j'ai roulé vers Ardan. Je ne retournerai plus jamais en Irak. Il n'y a rien à manger. Pas d'électricité, pas d'eau. Il n'y a rien. On ne sait pas ce que l'avenir réserve aux Yézidis. Parviendront-ils à surmonter cette catastrophe ou auront-ils disparu dans 3, 4 ou 5 générations, emportant avec eux l'une des plus anciennes civilisations au monde, vieille de plus de 4000 ans. Autrement dit, nous avons là un groupe ethnique qui n'existera peut-être bientôt plus. À moins que les Yézidis tirent des leçons du génocide et changent leur code de conduite, leurs règles et leurs rituels pour pouvoir se construire un avenir meilleur. Les femmes qui ont été violées et maltraitées par les terroristes de l'État islamique sont très désemparées face aux questions d'identité. Elles ont été élevées dans l'idée qu'elles ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles avec des non-yézidis. Donc, elles risquent d'être exclues de la communauté. Es-tu de Ardan? Oui. De quelle famille? De la famille Daoud. Tu es la bienvenue. Je peux prendre ta main? Bien sûr. Je suis content de te voir. Pour la première fois dans l'histoire des Yézidis, le grand prêtre a changé les règles. C'est une révolution dans cette société. Tout génocide est porteur d'enseignement. Si les Yézidis parviennent à construire une société démocratique et pluraliste, alors ils pourront survivre non seulement au Kurdistan, mais partout dans le monde. Quand vous rentrez d'Irak,
Est-ce que vous vous demandez parfois si l'Occident est vraiment prêt à se battre pour défendre ses valeurs, comme en 1945? Je pense que les pays occidentaux ne mesurent pas leur chance. C'est devenu complètement normal de marcher dans la rue sans avoir peur qu'il nous arrive quoi que ce soit de terrible. Pourtant, quand on regarde le Moyen-Orient, notamment des groupes terroristes comme l'État islamique, ils combattent nos valeurs. Et nous n'en sommes pas conscients. Sommes-nous complaisants? Absolument. On croit que c'est acquis. Vu d'Europe, on pense parfois que tout va bien. Or, rien ne va. Mais vous n'êtes pas désillusionné. Vous restez optimiste. Bien sûr. Moi aussi, je suis optimiste. Vous savez pourquoi? Quand je parle à ces filles, elles sont fortes et pleines d'espoir. Elles ont été violées. Elles ont subi les pires atrocités. Mais malgré tout, chaque matin, en se levant, elles regardent par la fenêtre et se disent « Peut-être qu'aujourd'hui sera mieux qu'hier ». Si elles ont de l'espoir, pourquoi n'en aurais-je pas moi? Je me suis dit qu'il était temps de se relever. Je commence à aller à l'école et je laisse le passé derrière moi. Je dois être forte. S'il m'arrive à nouveau de devoir faire face à des choses pareilles, il faut que je sois forte. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Mais la vie continue. Après mon retour d'Irak, j'allais très mal. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois. J'ai fait une dépression nerveuse. Après l'hôpital, j'ai changé. Je me suis dit, Dalal, crois en toi. Ne fais confiance à personne. Personne ne restera dans ta vie pour toujours. Je veux devenir avocate. Je veux me battre pour la justice. Je veux que les droits de chacun soient garantis, même si les miens ont été bafoués. Je voudrais que les gens disent de moi, cette jeune femme yézidi est forte. Elle a réussi quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun membre de l'État islamique n'a été traduit devant la justice. Je vais rester forte et lutter pour que ces gens soient punis par les tribunaux.